Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Du BaaS au SaaS, l'âge de raison de la FinTech. Martin Della Chiesa, co-CEO de Scalit. Notre usine est notre produit. Donc, on n'a pas, nous, d'équipe de R&D. On dit on a des gens dans un coin qui font des nouveaux trucs. En fait, tout le monde fait de la R&D. Donc, toute l'entreprise est organisée autour de notre outil industriel. On a 90 ingénieurs qui travaillent organisés en squad, dans lequel il y a des product managers qui travaillent avec des ingénieurs qualité, qui travaillent avec des développeurs, qui travaillent avec des architectes. Tous ces gens-là travaillent ensemble pour faire évoluer notre produit en permanence aux meilleurs standards de sécurité et de réglementation. Donc l'innovation, elle est intrinsèque et inhérente à notre activité. Donc on n'a pas d'un côté des ingénieurs qui font des trucs tous les jours et de l'autre des gens qui font de la R&D. En fait, tout le monde fait de la R&D tous les jours. C'est le sens de notre métier. Il était temps pour moi de recevoir un acteur de l'infrastructure bancaire pour parler des core banking systems de nouvelle génération. Pour vous faire découvrir ces acteurs de l'ombre, j'ai demandé à Martin de me rejoindre. Ce dirigeant, très clair dans sa vision, a la particularité d'avoir été des deux côtés de la scale-up. Chez Longark Capital, où il a sourcé et été sponsor de l'investissement, et côté Scalit, où il occupe aujourd'hui le poste de co-CEO aux côtés de l'un des deux fondateurs. Nous visitons en quelque sorte l'usine, les modules comme les intégrations et balayons des sujets critiques comme les risques d'obsolescence de la plateforme, les adaptations réglementaires locales pour répondre aux exigences de reporting par exemple, mais aussi la conduite des RFP. Vous découvrirez également la typologie des clients de Scalit au travers de différentes Customer Stories, un discours propre et sans embâge. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Martin. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour discuter de Scalit, de Core Banking System. Et je voulais donc vraiment te remercier pour ton temps. Tu viens d'arriver chez Scalit comme opérateur. Tu vas nous décrire tout ça. J'aimerais quand même que tu te présentes 2 minutes à nos auditeurs, nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours d'investisseur à opérateur. Merci Solène de m'avoir invité. Effectivement, donc, je suis le co-CEO de Scalit. Historiquement, j'ai passé pas mal de temps dans la banque. Donc, j'ai démarré dans l'inspection générale d'une grande banque française, groupe BPCE, que tout le monde connaît. Ensuite, je suis passé par le conseil en stratégie, conseil en corporate finance. À l'issue de cette expérience, j'ai rejoint un fonds de grosse equity qui s'appelle Longark Capital, qui est basé à New York, qui fait des investissements majoritaires dans le software. À cette occasion, on a investi, j'en étais à l'origine, dans une société qui à l'époque s'appelait TacPec. On a rebrandé ensuite Scalit. Donc, j'ai mené l'ensemble des travaux d'investissement dans cette société. Et comme on est très proche des activités, depuis tout ce temps, je suis très proche des opérations. Et donc, c'était très naturel pour moi de passer d'un rôle de board member, directeur d'investissement, à un rôle de co-CEO pour m'impliquer davantage au quotidien dans les activités de l'entreprise. Super, merci beaucoup. C'est une très belle histoire. J'avais échangé avec les cofondateurs il y a déjà quelques années et je trouve que le parcours est hyper intéressant. À l'époque où ça s'appelait encore TacPay. C'est ce que tu vas nous raconter, mais avant qu'on parle de Scalit, j'aurais aimé que tu reviennes sur ce concept de Core Banking System, Core Banking Platform, qui est très connu pour des gens qui travaillent dans la banque, parce qu'il y a des gros systèmes qui existent depuis des décennies, qui sont parfois un peu vétustes, un peu t'as l'impression que tu mets des rustines. Moi, c'est ce que j'avais comme sentiment dans la banque pour, je sais pas, quand il y a une nouvelle réglementation ou une amélioration technologique, c'est pas toujours très efficace. Et puis, il y a eu une arrivée de nouveaux acteurs. Donc, j'aimerais quand même que tu nous réexpliques à quoi sert un core banking system. D'accord. Alors, un core banking system, concrètement, pour être très simple, c'est le squelette technologique d'un établissement de services financiers. Donc, au sens large, une banque, qui peut être un établissement électronique, une fintech, une néobanque, un établissement de paiement, qu'importe. C'est le noyau central qui permet fondamentalement de faire tourner une activité de service financier au quotidien. Voilà. Alors, concrètement, c'est quoi ? C'est plusieurs choses. Donc, c'est d'abord un registre de titulaires de compte. Donc, Solène a un compte en banque avec un IBAN. Solène va avoir un certain nombre de produits, des produits de dépôt, des produits de collecte, un livret A, un crédit, plusieurs cartes, une carte de débit, une carte de crédit, ainsi de suite, une assurance peut-être. Et puis ensuite, il faut orchestrer l'ensemble des flux financiers entre Solène et l'ensemble de ses produits à l'intérieur de son écosystème et en dehors. Donc, paiement par carte, paiement d'un abonnement,
paiement, réception de ton salaire, prélèvement des impôts, un peu moins sympa. Donc l'ensemble des flux qui sont autour de tes produits et de tes activités en tant que cliente d'une banque. D'accord. Et ensuite, il faut comptabiliser ces opérations, évidemment. Dans un ledger ? Dans un ledger, qui est une forme de registre qui vient lister l'ensemble des choses qui te concernent dans ton activité de banque au quotidien. Donc ça, j'avais fait le ledger en particulier avec un ledger que tu connais peut-être, qui est open source, qui s'appelle Formance. Oui. Mais je trouve intéressant de revenir justement sur ces différents modules. Alors, c'est vrai que de plus en plus, donc moi j'ai vu c'est une dizaine d'années naître des core banking systems de nouvelle génération qui étaient utilisés par pas mal de fintech. C'est quoi l'intérêt pour ces fintech de commencer par ce core banking system externalisé ? Et est-ce que la vocation de ces clients, c'est de rester avec ce setup où finalement ça sert les premières années et puis ensuite on passe à quelque chose d'interne ? Comment ça fonctionne ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, au démarrage, nous, on est rarement pertinent pour quelqu'un qui démarre de zéro, qui n'a pas de licence, qui lève des fonds, qui démarre son aventure. Pourquoi ? Parce que pour avoir une licence, ça prend du temps. En général, il faut à peu près 1 an pour avoir sa licence. Et puis, travailler avec nous, même si ça coûte moins cher que de faire tout seul, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Donc, en règle générale, les entrepreneurs qui démarrent de zéro une activité, qui n'ont pas de licence, évidemment, si vous êtes FDJ, Française des Jeux, c'est un peu différent. Vous avez des moyens de déploiement qui sont très différents. Si vous êtes la Banque Postale, que vous avez déjà une licence et que vous voulez lancer une nouvelle activité, c'est différent aussi. Donc là, on est assez pertinent. Mais pour un entrepreneur qui démarre de zéro, en règle générale, il va commencer sur un BaaS, donc Banking as a Service. Ouais. Et là, il va avoir simplement un front, donc il va fournir à ses clients une expérience digitale et il va louer en fait non seulement la solution technologique d'un tiers, qui est le BaaS, mais aussi finalement l'ensemble des process réglementaires, internes, des back-office et la licence qui va avec. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.